On va passer à la première table ronde de cet après-midi. On va parler gros sous. Mais gros sous, c'est comment aller les chercher et comment le faire avec subtilité. On va parler de mécénat, de partenariat, de crowdfunding et de tous ces leviers à mettre en place. Je vais appeler pour ça à nous rejoindre donc Émilie Blanquer, qui est experte en mécénat, et David Lepage, qui lui est directeur commercial d'Europecar, qui va être un peu là en témoin notamment de la mise en place de partenariats de mécénat qu'on peut faire. Et malheureusement, Jean-Marc Potras devait être avec nous aujourd'hui. Il a été retenu, donc il est délégué général du Centre français des fonds et des fondations. Il a été tout simplement appelé là par le ministère en rendez-vous. Donc il était déjà sur Paris, ça paraissait plus logique qu'il réponde au ministère, sinon il serait venu nous voir, vous pensez bien. Mais donc on va essayer peut-être de le joindre par téléphone et puis de pouvoir lui poser quelques questions. Vous êtes bien loin. Je vais me mettre... Ah ben le voilà, je le vois. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous parler après un rendez-vous parisien. C'était important pour nous de vous avoir, puisque effectivement on ouvre les tables rondes cet après-midi pour voir un petit peu comment on peut faire rentrer dans les entreprises notamment des logiques de mécénat, de partenariat pour accompagner le développement de la culture et l'économie de la culture en Bretagne. Je vais peut-être commencer par vous, parce qu'on se disait que si jamais il y a un problème de liaison après, autant que vous ayez de toute manière pu nous faire partager votre expertise. Donc je le disais, vous êtes président donc, du Centre français de fonds et de fondations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est cette institution, cette structure, et quel est votre rôle justement auprès des entreprises ? Oui, alors je suis déjà tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu être physiquement avec vous aujourd'hui. J'ai été effectivement appelé à participer à l'installation du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui a lieu ce matin avec Olivia Grégoire, donc la secrétaire d'État nouvellement nommée sur ses fonctions. Et les fondations étant une des familles de l'ESS, on devait être présent à cet appel. Par ailleurs, de toute façon, la tempête, je crois, m'aurait empêché d'arriver dans les temps. Oui. Le train que je devais prendre étant largement retardé, donc je pensais être plus sûr de le faire avec vous en visioconférence, et je peux bien vouloir m'en excuser. Alors peut-être juste pour repréciser, je suis délégué général du Centre français des fonds et fondations, et qui est une association qui rassemble en France 350 fonds de dotation et fondations. J'en profite pour saluer les membres du CFF qui pourront être dans la salle, et en particulier, je crois, la Fondation Yves Rocher, qui, si je ne me trompe pas, doit être largement représentée. Oui. Voilà, donc ceci étant, je suis très heureux de pouvoir à distance échanger avec vous, en sachant que le sujet de la culture et de l'économie me semble être un sujet aujourd'hui, plus qu'hier encore, stratégique, et ce d'autant que votre événement est organisé par un collectif d'entreprises, qui est assez rare pour être souligné, et sur une terre particulière qui est la terre de la Bretagne, où je sais l'attachement des entreprises à leur territoire et au sujet culturel, qui est un tissu très, très développé. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'une telle réunion soit organisée chez vous en Bretagne. Donc, peut-être tout rapidement vous dire un mot sur le CFF. En fait, nous avons 3 missions principales. La première est de représenter le secteur des fonds et fondations en France, notamment auprès des pouvoirs publics. Mais nous essayons également d'organiser beaucoup d'échanges entre pairs au travers de nombreuses réunions, d'échanges techniques. On pense que pour faire progresser et développer le secteur, il n'y a rien de tel que des échanges entre responsables de fondations. Et enfin, nous travaillons à essayer de rendre visible le secteur, comme nous avons essayé de le faire hier soir. Hier, c'était la journée européenne des fondations, et le CFF a organisé une grande session réunissant près de 300 fondations pour rendre visible l'apport des fondations et au travers des fondations des entreprises mécènes au profit de l'intérêt général. Donc voilà en quelques mots une présentation du CFF. Je pourrais revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur le fonctionnement de ces beaux outils que sont les fondations pour catalyser les engagements des entreprises. Certaines le font en direct, en régie directe. D'autres choisissent de créer ou une fondation entreprise ou un fonds de dotation ou une fondation invitée. Chaque outil a ses avantages, mais l'ensemble de ces outils présente l'avantage de permettre à structurer l'engagement de l'entreprise
et de lui apporter une certaine durabilité et également essayer d'augmenter son impact. Donc je pense que l'outil de la fondation, du fonds de dotation, est un bon outil pour vous aider à vous engager et j'aurais bien un plaisir, bien sûr, à en reparler plus en détail. Alors dans la préparation de cet échange, et désolé là je ne voudrais pas être trop long, n'hésitez pas à me couper dès que vous le souhaitez, je crois que je devais vous apporter également quelques chiffres sur le mécénat d'entreprise et sur les fondations. Je peux vous en parler maintenant si vous le souhaitez. Alors on va juste, j'en profite en même temps pour demander à Émilie Blanquer de nous faire un peu de pédagogie, comme elle est enseignante également à l'université. Je vais la tester. Est-ce qu'on a un record chrono, en temps record, tu es capable de nous faire la différence entre le partenariat, le mécénat, le crowdfunding peut-être un petit peu, et puis après effectivement on pourra rentrer dans le dur des chiffres qui viendra nous éclairer. Tout à fait. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous cet après-midi. Rebonjour Jean-Marc. Je peux vous faire en effet avec plaisir un petit cours, vous expliquer ce que je fais déjà. Donc là, je sors fraîchement d'une expérience extraordinaire qui a duré 11 ans en tant que responsable du pôle ressources financières du Festival interceltique de Lorient. Principalement diversifier ses ressources par le sponsoring, le mécénat, et puis des missions au niveau du Club K, des conférences économiques. J'enseigne, j'ai la chance d'enseigner depuis 4 ans à la faculté de l'Université de Bretagne Sud le mécénat culturel auprès des Master 1 patrimoine. Et depuis à peu près 2 ans, j'ai souhaité commencer une forme d'émancipation en ouvrant une petite entreprise en tant qu'en statut d'auto-entrepreneur pour accompagner les associations, les porteurs de projets culturels qui cherchent à établir un modèle économique durable, hybride, structuré. Ce sont pour beaucoup des associations qui sont faites de bénévoles, passionnés, motivés et qui ont ce besoin de muter, de se professionnaliser. Et je les accompagne à bien identifier les besoins, à bien cibler la demande, à la chiffrer aussi, et surtout aussi à apprendre parfois à sortir du réflexe numéraire où on a tendance à aller chercher de l'argent avec son petit cartable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le soutien en nature et en compétences. Et c'est par l'identification des besoins qu'on peut flécher et cibler. Et pour cela, il existe en effet beaucoup de leviers. Des leviers, je suis une entreprise, je suis un particulier. En tant qu'entreprise, on est partenaire d'un événement, d'une structure, en complément bien sûr des soutiens publics qui sont fondamentaux, des ressources propres qui vont être générées par la billetterie, par des produits dérivés, par des actions, prestations commerciales. Eh bien, il existe dans le cadre du partenariat le sponsoring, que je pense que vous êtes beaucoup à connaître, qui est apparenté plus à un acte commercial, mais qui reste de proximité, où on est aussi acteur du projet. On rentre aussi dans la production du projet culturel. Là, en contrepartie, on va bénéficier de visibilité, d'espace de publicité. On est dans la proximité, proche du festivalier, proche du consommateur. Et puis après, il y a ce mécénat dont on entend beaucoup parler depuis longtemps, qui est aussi un soutien en nature, en numéraire, en compétences, mais dans une approche totalement différente. Là, on est dans un acte philanthropique et on va soutenir, on va aussi être acteur d'un projet contre des contreparties qui, là, doivent être désintéressées. On rentre dans une approche beaucoup plus morale, beaucoup plus éthique et avec aussi ces 3 formes. Le crowdfunding, on peut en parler, on en entend aussi beaucoup parler. Celui qu'on connaît le plus, c'est le crowdfunding avec contrepartie, qui est proposé sur de nombreuses plateformes, dont une qui porte aussi l'identité bretonne, qui est la plateforme Kengo, avec une multitude de projets qui peuvent être culturels, mais sportifs, sociaux. ProArty, qui est une plateforme spécialisée dans la culture et qui est portée par une association aussi. On va avoir aussi le crowdfunding en pré-vente. Alors ça peut être très intéressant quand on lance un produit, un prototype, un livre. Même dans le domaine culturel, ça s'adapte. Et puis il y a 2 autres types de crowdfunding plutôt méconnus qui vont plutôt s'adapter à un schéma de coopératif, et notamment reconnu ESUS, donc d'utilité sociale, on en parle beaucoup. Ça va être le crowdfunding par prêt ou par action. L'action, on ouvre son capital à des petits actionnaires. Ça peut être des gens comme nous, où on va contribuer au développement d'un projet, qui peut être aussi bien sûr culturel. Le crowdfunding, donc par prêt, c'est à peu près le même schéma, mais là on emprunte.
Et puis une dernière méthode qui a été initiée il y a une dizaine d'années. Je pense qu'en tant que consommateur, vous la connaissez. C'est le microdon. Le microdon par l'arrondi notamment ou par le produit partage. C'est l'Octobre Rose, par exemple, ce mois-ci. On a beaucoup d'entreprises qui, sur un produit, vont verser X euros à certaines associations. Là, c'est dans le cadre notamment de la santé pour la Ligue contre le cancer, notamment auprès des femmes. Mais on peut le faire aussi sur notre petit territoire, avec les entreprises du territoire, les services de proximité. L'arrondi, eh bien, je suis un client, je vais payer un produit 9,50 €, il coûte 9,50 €, je vais verser 10 €, et la différence va être reversée à une association de son choix. L'arrondi existe aussi sur le salaire. Les entreprises de plus de 200 salariés peuvent tout à fait mettre en place ce schéma-là. Et chaque salarié va verser ses petits centimes d'euros que l'entreprise va doubler derrière aussi pour l'association de son choix. Donc on parle de la culture, mais on parle bien évidemment de toutes les causes que l'on peut soutenir, celles qui nous inspirent. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, avant de revenir sur le mécénat avec Jean-Marc Potras, peut-être justement, qu'est-ce qui va motiver une entreprise, par exemple, comme Europcar, que vous représentez, et vous allez un petit peu nous donner le nombre de partenariats que vous avez établis avec des festivals. Qu'est-ce qui vous motive comme ça, effectivement, à être partenaire? Et puis surtout, vous avez trouvé une forme de partenariat qui n'est pas toujours numéraire, comme l'a dit Émilie, mais qui, parce que vous êtes ancré dans un même territoire, va pouvoir se déployer autrement. Il doit être ouvert, non ? Celui-là est bon. Oui, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre Europcar et la culture. Il n'est pas forcément facile à trouver. Pas ici, produit en Bretagne. C'est des entreprises. Mais donc nous, le nom c'est Europcar Bretagne, et le nom en lui-même montre qu'on a un attachement en fait au territoire. Alors pour la petite histoire, Europcar Bretagne, on est un franchisé indépendant, on est basé à Brest. L'entreprise s'appelle Locatour. Elle a été créée il y a plus de 60 ans par la grand-mère du directeur actuel. Donc on est vraiment avant tout, on est une PME familiale. Et c'est dans l'ADN de l'entreprise, en fait, depuis toujours, de soutenir le territoire, d'être un acteur du territoire. Et si on parle un peu marketing, économie, le but aussi pour nous, c'est de montrer que même si on est affilié à une grande marque internationale, Europcar, pour la vendre, pour la représenter, avant tout, nous sommes une entreprise locale, du territoire. Tout notre capital, il est entièrement breton. Tous nos véhicules sont achetés en Bretagne, sont revendus en Bretagne, sont entretenus en Bretagne. Donc on a une vraie approche territoriale. C'est hyper important pour nous du coup, d'adhérer à Produire Bretagne en ce sens-là. Et une des valeurs de Produire Bretagne, mais aussi de l'entreprise, c'est de justement valoriser le territoire. Vous avez tout à l'heure introduit la table ronde en parlant de gros sous. Et moi, c'est un peu l'exemple inverse que je veux montrer, c'est qu'au contraire, on peut aussi être une petite PME locale et avoir malgré tout. Tout le monde peut faire du mécénat, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est un peu l'exemple que nous, on a. Si je voulais que je vous dise rapidement qui on soutient, je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais il y en a plusieurs dans la salle. On est soit partenaire, soit mécène de plusieurs festivals, les Vieilles Charrues, le Festival Interceltique, le Festival Panorama, le Festival de la photo, ici, Fête du bruit, Astropolis, l'Atlantic Jazz Festival en ce moment, le Festival Hip Hop à Quimper, le Festival du film court. On est également partenaire des rencontres films en Bretagne, plus pas mal d'événements sportifs également. Alors pourquoi on le fait ? Il y a plusieurs. Bon, je l'ai dit, d'abord, c'est dans l'ADN de l'entreprise, mais surtout aussi, il ne faut pas se cacher. Il y a aussi l'intérêt, c'est des retombées. Alors, quand c'est dans le mécénat, c'est très encadré, effectivement, fiscalement. Tu pourras peut-être en parler sur légalement, en tout cas, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Mais il y a surtout, nous, premièrement, je vous le disais, l'impact sur le territoire, mais il faut faire vivre le territoire. Pourquoi ? Pour une entreprise comme nous, c'est-à-dire que plus il y aura de festivals, de rencontres culturelles, ça amènera des touristes en Bretagne. Les touristes, ils ont besoin d'être hébergés, ils ont besoin d'être transportés, ils ont besoin de se déplacer. Et très clairement, à moyen terme, des entreprises comme nous, c'est notre survie qui en dépend. Le fait qu'il y ait une activité culturelle forte en Bretagne amène du tourisme. Et nous, on vit à plus de 50% du tourisme, voire quasiment 80% l'été, grâce à notre activité en gare et en aéroport pour fournir des voitures de location aux touristes qui arrivent. Ça, c'est le premier point. C'est des retombées qu'on peut dire indirectes. Après, on a également des retombées directes. Clairement, on est acteur de la location. Les festivals, quand ils se montent, ils ont besoin de beaucoup de camions et de voitures pour monter tous les scènes et autres. Donc on va avoir un échange gagnant-gagnant. Le but, c'est aussi d'utiliser nos véhicules à des périodes où
Si on prend par exemple, la plupart des festivals se tiennent l'été. Nous, ça tombe bien, l'été, nos camions, nos utilitaires, ils tournent un petit peu moins parce qu'ils vont tourner toute l'année avec le BTP, avec la construction, les travaux publics, etc. Et puis en été, on va avoir des véhicules qui vont un peu moins tourner. Et ben, l'intérêt, c'est d'aller les proposer justement au festival à cette période-là, à des coûts intéressants. Et une partie va même être offerte en gratuit, sous forme de dons, et qu'on peut du coup utiliser en mécénat. L'intérêt, il est double. Pour nous, fiscalement, puisque du coup, on a l'intérêt fiscal de le faire. Et deuxièmement, pour le festival, on va arriver vers le festival en lui proposant une réduction de ses coûts logistiques, puisque du coup, c'est un vrai coût important pour lui, la location de véhicules sur une période courte. Pour vous donner un ordre d'idée, M. Martin, qui doit être dans la salle, ne m'en voudra pas, mais sur les Vieilles Charrues, par exemple, c'est plus de 70 camions sur 1 mois et demi qui sont loués. Donc c'est une charge importante. Et quand on vient le voir en lui disant, bah, écoutez, il y a une partie qu'on va vous faire en gratuit, une partie, si on peut vous faire un petit don financier, tout ça pour réduire vos coûts, c'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, on utilise nos véhicules, et on permet à la fois au festival de réduire son coût logistique. Donc, et une dernière retombée, c'est aussi en interne. En interne, enfin, il y a même 2 autres retombées. Une en interne. Dans l'échange, parfois, on a des places pour les festivals, par exemple en VIP ou autre. Et quand vous voulez récompenser un salarié, quand on fait un jeu concours, un challenge en interne, et qu'on peut offrir des places en VIP lors d'un festival, en général, c'est des challenges qui plaisent beaucoup et sur lesquels on a beaucoup de participants. Ça, c'est l'avant-dernier point. Et le dernier point au niveau des retombées, c'est pour se différencier un petit peu de nos concurrents aussi, il faut être très clair. Nous, l'intérêt d'être partenaire de tous les festivals, quand on le peut, ou mécène, c'est aussi de pouvoir un peu se différencier de nos concurrents. Aujourd'hui, on est dans une économie de la location de voiture qui est très bataillée, que ce soit par les grandes surfaces, Leclerc, autres notamment, ou alors même des grandes marques qui sont Avis, Hertz, etc. Quand on arrive devant un client, qu'on est plusieurs sur un appel d'offres, et qu'on peut juste ne pas rentrer que dans une bataille de prix avec lui, mais lui dire que si vous faites confiance à Europcar, sachez qu'une petite partie de ce que vous allez nous confier va servir à alimenter l'économie derrière de la culture, à maintenir de l'emploi en Bretagne et à aider du coup une vision culturelle à moyen terme. Et ben, c'est un petit plus qui permet aussi de se différencier de nos concurrents, et souvent ça peut nous aider à présenter le dossier d'une manière un petit peu différente que juste une bataille de prix. Ça, c'est important ce que vous venez de dire, parce que ça reprend un peu ce qu'on disait ce matin sur montrer qu'accompagner la culture, c'est une valeur. Alors là, je me tourne un petit peu vers Jean-Marc Poitras, notamment sur le mécénat, puisque là, on a évoqué les contreparties qui peuvent être en jeu dans le partenariat ou le sponsoring. Le mécénat, notamment culturel, avec la loi Aillagon de 2003, a instauré une autre forme d'accompagnement de la culture. J'aimerais bien que vous en parliez et puis que vous n'hésitiez pas à nous expliquer la bataille qui se joue actuellement sur la réforme de cette loi Aillagon, en tout cas la réforme, la modification, et en quoi elle est dangereuse pour les valeurs culturelles qu'on a évoquées avec beaucoup de passion et de cœur vibrant ce matin avec Jean-Michel Le Boulanger, c'est-à-dire de permettre de la poésie et pas juste du sponsoring. Est-ce que vous pouvez me parler de ça un petit peu ? Bien sûr. Donc, vous dire, je prends une autre casquette également, étant toujours, moins directement, mais associé et mobilisé dans le secteur des festivals. J'ai présidé pendant 6 ans les Eurockéennes de Belfort et Chaly, mes amis des Vieilles Charrues avec qui le festival continue à être très très proche, notamment, et bien d'autres. Et donc, les Eurockéennes de Belfort, c'est un festival qui est géré par une association, comme les Vieilles Charrues, et qui est très sensible aux valeurs portées par le secteur associatif dans la mise en œuvre de son festival. Lorsque je suis devenu président en 2009, ça date un petit peu, nous avons voulu travailler sur l'engagement solidaire du festival, toute une série d'actions qui étaient menées depuis quasiment l'origine des Eurockéennes de Belfort en 1989, à savoir un travail sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, un travail sur la protection de l'environnement, étant le festival se déroulant sur une presqu'île magnifique au bord des ballons d'Alsace, et enfin sur la question de la prévention auprès des jeunes, qui était aussi un des sujets sur lesquels nous avions travaillé depuis l'origine. Donc toutes ces actions solidaires que nous portions tout au long de l'année, et en particulier pendant le festival, nous avons décidé de les réunir sous une bannière que l'on a appelée Eurockéennes solidaires, qui existe toujours aujourd'hui, et qui nous a permis de changer notre relation avec nos partenaires. Nous avions eu, avant la loi Aillagon, la loi de 2003, un club des sponsors, un club des partenaires. Avec la loi de 2003, nous avons transformé ce club en club des mécènes. Et depuis 2009, avec la création d'Eurockéennes solidaires, une bonne partie, voire la grande majorité de nos mécènes sont devenus mécènes d'Eurockéennes solidaires.
ce qui a permis de flécher en fait sur les questions de mécénat, de flécher le soutien apporté par le mécénat, vraiment, alors certes sur la programmation et sur l'action culturelle, mais aussi croisé avec des enjeux solidaires. Et je souligne par exemple une très belle coopération que nous avons pu mener avec Rock en Seine et les Vieilles Charrues pour travailler sur les questions d'accessibilité, en essayant de partager nos expériences, de partager des moyens, de lever des fonds ensemble, ce qui était pour moi une très très belle initiative qui a porté ses fruits et qui nous a d'ailleurs valu un coup de projecteur par le chef de l'État qui nous avait reçus à l'occasion d'un déjeuner à l'Élysée pour mettre en avant en fait ce type d'initiative dans le secteur culturel. Ça a été possible grâce au mécénat. Donc pour vous dire qu'il y a bien sûr le soutien à apporter en tant que mécène à la culture. Il peut y avoir aussi dans le secteur culturel des engagements multiples croisés avec le sujet culturel qui peut parfois, notamment pour les fondations ou les entreprises nationales mécènes, venir renforcer les moyens de conviction à soutenir des festivals. Parce que quand je suis arrivé à Belfort en 2009, il y avait finalement assez peu de fondations d'entreprises ou de grandes entreprises mécènes nationales qui soutenaient le festival, parce que c'est vrai que soutenir 3 jours de fête et de musique sur une presqu'île avec des 100 000 jeunes qui viennent boire parmi d'autres choses, mais de la bière notamment, et puis faire la fête entre eux, c'est pas forcément dans les cordes habituelles de ces fondations, de ces entreprises mécènes, mais l'alliance entre des acteurs au plus haut niveau sur l'accessibilité, sur l'environnement, à la Bourra d'Humour par exemple était venue pendant le festival, et cette caisse de résonance que constituent les festivals en France, eh bien, fait qu'on a pu développer de nombreux partenariats aussi sur ce travail croisé entre culture et solidaire. Je reviens sur ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur le mécénat et les PME. En fait, aujourd'hui, le mécénat est très majoritairement l'affaire de PME ou de TPE. Et je pense personnellement que c'est l'avenir du mécénat, parce que vous évoquiez la réforme du mécénat entreprise. Le gouvernement a souhaité l'année dernière, dans le cadre du projet de loi de finances, limiter la défiscalisation des sommes apportées par les grandes entreprises. Donc au-dessus de 2 millions d'euros de dons à l'année, les entreprises n'ont plus un avantage fiscal de 60%, mais un avantage fiscal de 40%. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui très regrettable, parce que on constate et on imagine bien volontiers les besoins d'intérêt général, les besoins sociaux et a fortiori les besoins de la culture vont exploser compte tenu de la crise que nous connaissons. Et ce n'était pas du tout le bon moment pour envoyer des signaux défavorables aux entreprises qui acceptent de s'engager pour la cité, pour le bien commun. Le gouvernement plaidant pour expliquer que la centaine d'entreprises, ça ne concernerait que 100 entreprises, mais à noter que ces 100 entreprises apportent aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros à l'intérêt général. Et donc, si l'on fait baisser de 20% l'avantage fiscal qu'ils ont, je laisse faire le calcul, l'impact sur l'intérêt général serait possiblement directement de plus de 100 millions d'euros. Et ça, c'est sans compter la crise qui est arrivée derrière, et qui évidemment n'est pas toujours très favorable à s'engager pour aider son prochain. En sachant, et je le répète beaucoup plus long, mais peut-être un mot sur cette question de la crise que nous vivons. Je pense qu'on a constaté au Centre français des fonds et fondations finalement un développement de l'engagement, y compris des entreprises, malgré les difficultés économiques qu'elles pouvaient rencontrer, conscientes que chacun peut prendre sa part lorsqu'on est vraiment en difficulté majeure. Chacun se sent aussi une responsabilité pour s'engager. Et on a constaté un regain d'intérêt pour le mécénat, y compris auprès d'entreprises. Et donc ça, je voudrais vraiment le saluer. Et aussi beaucoup dans l'action collective. Parce que lorsque notamment on n'est pas habitué à faire du mécénat, c'est sans doute plus facile ou on est sans doute plus fort en s'engageant à plusieurs. Et donc on constate de plus en plus d'entreprises ou de fondations qui s'engagent ensemble pour une cause. Et il y a un tout dernier point, depuis une dizaine d'années, le CFF promeut le développement de l'engagement territorial avec une forme particulière qui est inspirée de pratiques notamment au Québec, à savoir les fondations territoriales. Et je suis certain qu'en Bretagne, il y a sans doute des choses à construire autour de cette notion de fondation territoriale qui vise en fait une alliance entre les pouvoirs publics, le secteur associatif et les mécènes qui ensemble identifient les besoins spécifiques d'un territoire pour travailler, mais tous ensemble, autour d'une cause commune
et chacun apportant ses spécificités. Je pense que c'est un très bel outil et que en Bretagne, vous avez sans doute beaucoup de potentiel pour vraiment le faire vivre comme il le faut. C'est vrai que ça, Émilie, quand vous étiez... il y a un écho. Quand vous étiez en charge pour le Festival interceltique de Lorient, notamment de toute cette partie mécénat partenariat, c'est ce que vous avez fait avec le Club K, qui était effectivement une identité qui permettait à l'ensemble des mécènes et partenaires de se retrouver à un moment donné et d'être au-delà de donner de l'argent ou de faire du partenariat, était surtout là pour partager les mêmes valeurs et le plaisir d'être autour d'un acteur aussi économique aussi important que le fil. Oui, tout à fait. Alors le Club K, c'était un outil en effet qui permettait à tous de se réunir, les sponsors, les mécènes, mais aussi toutes les entités qui n'étaient pas forcément partenaires de l'événement. Parce que dans le sponsoring, il y a aussi des notions d'exclusivité. Dans le mécénat, on est plus dans une pluralité d'échanges. Voilà, tous les secteurs d'activité peuvent être présents. Je pense que le Club K servait aussi d'outil, et pour vous qui êtes peut-être chef d'entreprise, pour toi, David, un moment aussi où on se décloisonne de son activité. Voilà, on a la tête dans le guidon toute l'année, on est dans une activité bien précise. Arriver dans un événement différent de partage où on peut déjà fédérer, réunir ses clients, réunir ses partenaires, réunir bien évidemment, et ça c'est aussi l'un des objets de l'outil mécénat, réunir ses équipes en interne pour leur faire vivre un événement, une expérience. Eh bien, c'est rencontrer d'autres secteurs d'activité et partager finalement une expérience commune. On est complètement dans le vivre ensemble. Et le Club K, en effet, était un des outils depuis le fil qui était fort de plus de 400 entreprises associées, tout à fait, en tant qu'un événement fort sur son territoire et qui réunissait énormément d'hommes et de femmes, parce qu'avant tout, c'est aussi une histoire humaine où on construit quelque chose ensemble. Et le meilleur exemple, c'est quand vous m'expliquez que finalement, en mécénat, et je pense que M. Potras pourra dire la même chose à un niveau national, finalement, il y a des entreprises qui oublient d'aller chercher leur bon de défiscalisation, oui, parce que l'engagement va au-delà de ça, quoi. Tout à fait. Et on a aussi tendance, en tant que porteur de projet, à aller vendre de la défiscalisation, hein, clairement. Attention, on devient lié à un résultat aussi, hein, au résultat d'un exercice. Si on défiscalise, c'est qu'on a en quelque sorte des impôts, voilà, sur les sociétés à régler. L'objet du mécénat, c'est vraiment cette création commune. C'est ensemble de partir d'un projet, de prouver le bien fondé d'un projet et de le créer ensemble et de façon très durable. Et en effet, selon le baromètre de l'Admical, sur les chiffres 2016, mais qui sont sortis en 2018, une entreprise sur deux en France défiscalise. Donc on voit bien que c'est d'abord vraiment une histoire entre la structure, entre l'entreprise, et puis c'est aussi surtout une histoire de territoire, on en parlait ce matin, de partager l'identité d'un territoire autour d'une cause commune pour l'intérêt général. C'est aussi exprimer ses valeurs différemment, les incarner. C'est aussi, et ça c'est important, tu en parlais Jean-Marc, on parle aussi beaucoup d'association dans la culture. L'indépendance associative, elle est nécessaire. La subvention publique, elle est là aussi pour ça, elle est fondamentale. Et l'entreprise de son territoire doit participer aussi à ça. Il en est presque une question de responsabilité. Et ce n'est pas en effet une question de gros sous, comme tu le disais David, c'est à la portée de tous. Quelle que soit la forme, ça peut être, voilà, on peut citer des exemples, une association d'un petit bourg qui a besoin de faire une affiche pour un événement. Pourquoi ne pas solliciter une entreprise de communication ou un designer en PAO spécialisé et qui va offrir sa prestation et qui va justement exprimer, partager et faire tous ensemble, pour l'exemple de l'Interceltique, un événement, parce que l'événement, il est organisé par une asso ou pas, mais il appartient aussi avant tout, je pense, à son territoire, à ses festivaliers et à tous ces hommes et ces femmes qui vont le faire. Et c'est un vivre ensemble. Et on parle d'économie locale. Et là, on rentre totalement dans ce schéma-là. On verra avec la prochaine table ronde, justement, on parlera de cette avancée vers une économie mixte où le privé ne fait pas ingérence, mais plutôt donne sens au manque qu'il peut y avoir pour le coup simplement de subventions, quoi. Je vais être obligée de couper court à la conversation, même s'il y aura encore plein de choses à vous demander. Mais bon, les échanges peuvent s'organiser. Encore une fois, vous avez les identités des intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Potras, d'avoir accepté de faire cette visio avec nous. Bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Émilie. Merci David Lepage. Merci Cécile. Merci tout le monde.